Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette présentation des grands projets. C'était un exercice qu'on faisait régulièrement. Là, on a un peu tardé parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques 18 mois de perdus à cause de la Covid. Donc, ça ralentit effectivement toutes les prises de décision, la problématique des dossiers qui n'avançaient pas parce que les gens étaient soit absents dans les cabinets d'études, soit c'était chez nous qu'il manquait un peu de personnel. Donc on a perdu quand même beaucoup de temps. Mais comme toutes les collectivités, d'où vous en entendez parler, la baisse de commandes dans le bâtiment et les travaux publics, qui sont dus d'ailleurs pour toutes les collectivités à ces reculs. Et donc on a quand même travaillé un peu à Saint-Paul. Et là, on rentre dans la phase, on va dire, construction des projets. Et on tenait à vous les présenter pour que vous ne soyez pas surpris lorsque vous allez voir tous ces chantiers démarrer dans la ville. Donc effectivement, on se retrouve avec un condensé de chantiers dans la mesure où des chantiers qui avaient été prévus initialement en 2021, voire 2022, pour être terminés vers 2023, n'ont pas été commencés puisque, je ne vous rappellerai pas, l'époque Covid qui a bloqué un peu tout le monde et décalé un peu tout le monde. Donc, je vais d'abord vous présenter mes collègues qui vont officier, surtout eux d'ailleurs, parce qu'ils connaissent tout par cœur. Donc, il y a plusieurs adjoints qui sont dans la salle, mais là, ce soir particulièrement, il y a Claude Loverini qui est adjoint aux travaux et Michel Martinan qui est délégué aux travaux. Donc, ils sont partagés entre les gros chantiers, les petits, la voirie, les bâtiments. Donc, ils travaillent de pair tous les deux, ce qui permet d'avancer très bien. Ça, vous avez donc Nathalie qui est conseillère municipale. Vous avez Fabienne qui est l'adjointe à l'environnement et qui gère tout ce qui est contrat sur l'eau et tout ce qui est l'irrigation et puis toutes les économies d'énergie. Notre jardinière, Brigitte Terra. Sylvie Morin qui, elle, s'occupe des frelons asiatiques. Quand vous en avez, vous l'appelez, elle vous règle le problème dans la journée. Et chez nous, elle s'appelle Maya parce qu'effectivement, elle est apicultrice, donc c'était logique qu'on lui trouve un surnom. Alors, il y a Benoît Maigre qui fait le malin, mais lui, c'est le gars de l'éducation nationale à côté, mais il s'occupe du sport quand même. Véronique, qui, elle, s'occupe particulièrement de tout ce qui est sûreté. Elle suit et aussi la mobilité, puisqu'elle fait partie du groupe de travail intercommunal sur la partie mobilité douce. Alain Rivière, qui est le sportif et qui gère aussi l'espace public. Donc l'espace public, c'est la propreté, c'est les ordures ménagères avec le lien avec la communauté de communes en particulier et l'éclairage public. Ce ne sont pas les travaux. Hein. Alors, il fait exécuter quelques petits travaux et il a aussi, avec Brigitte, il gère les espaces verts. Donc, mais il gère aussi tout ce qui est petits travaux, les barrières cassées, les lampadaires cassés. Comme ce week-end, d'ailleurs, il a un beau lampadaire à remplacer maintenant, mais il sera autofinancé. Alors, j'en vois pas d'autres. Il y a Catherine Seguin qui se cache toujours, mais elle qui est avec moi il n'y a pas très longtemps, puisqu'on était pour le CCAS, donc qui gère le logement et les seniors. Et alors, je crois que c'est la dernière à présenter, mais qui est-ce qui manque? Ah, Daniel Rollet, qui est bien sûr avec son chef de la police. Donc Daniel Rollet qui s'occupe des ressources humaines et de la sécurité avec moi. C'est bon? Oui, Daniel Rollet, c'est bon. Et la dernière, puisque c'est son année, hein, l'année de la culture, les années 80. Là, effectivement, elle est en pleine forme parce que les années 80, ça y rappelle sa jeunesse. Donc c'est pour ça que... Bon, j'arrête. Donc c'est bon. Donc Jacqueline Bessière, qui est l'adjointe à l'animation de la ville et à la culture. Je ne pense pas en avoir oublié. Je ne pense pas. Donc maintenant, on va aborder le thème de ces présentations, des grands travaux et chantiers de la ville. C'est moi qui fais avancer, je pense. Donc le secteur du centre ancien. Il faut rester là-dessus, il faut revenir. Secteur du centre ancien, en ce moment, vous voyez, c'est un peu difficile dans certaines voies. C'est en train de s'améliorer, puisque là, vous pouvez accéder à la mairie si vous roulez à 10 à l'heure. Vous pourrez redescendre de la mairie plutôt, et le mardi monter, puisque
la rue du Portail Fanjou est terminée pour les dessous. Il ne nous reste plus que les surfaces à faire, mais les surfaces seront refaites beaucoup plus tard, puisque si on s'amusait à refaire les surfaces là, les engins seraient obligés de passer sur ces surfaces neuves et nous casseraient tout. Donc on les fera en terminant l'ensemble du chantier. Je crois que je vais vous passer Claude, parce qu'il a tous les détails. Bonjour à tout le monde. Donc pour le chantier du centre ancien, effectivement, on a essayé le plus possible de ne pas embêter la population, mais on ne peut pas ouvrir des routes sans plus ou moins gêner, en essayant quand même de faire ce qu'il faut pour que les gens puissent sortir de chez eux et rentrer. Au niveau de ce chantier, il est en bonne phase. Il avance comme était prévu dans le planning. Et comme vous a dit le maire, la fin sera pour être comme la rue qui vient d'être faite là et qui satisfait beaucoup les gens qui y habitent. Rue de l'hôpital, pardon. Donc le but du chantier, c'est de terminer la mise en séparatif au départ. Alors effectivement, c'est des chantiers qui coûtent cher, mais qu'on ne voit pas après, puisqu'on sépare les eaux pluviales des eaux usées. Aujourd'hui, Saint-Paul, tout le centre-ville était encore en collectif, c'est-à-dire qu'on avait un seul tuyau pour prendre les eaux pluviales et les eaux usées, ce qui fait qu'une abondance d'arrivée à la station d'épuration et surtout des quantités d'eau qui sont interdites à déverser au niveau du centre, du centre de traitement. Donc, ce qui fait que c'était une demande de l'Adréal de finir la mise en séparatif. Alors, de tête, je vous donne deux chiffres. On a à peu près 91 km. On a 91 km de voirie et il nous reste 6,5 km à peu près à mettre en séparatif. Donc on arrive au bout, ce n'est pas tout à fait terminé et le montant total du chantier, il est d'1 850 000 €. Donc vous voyez, ce n'est pas une masse à faire et effectivement, c'est des choses qu'on ne voit pas mais qui sont nécessaires à faire parce qu'on va limiter les risques peut-être dans d'autres rues d'inondation puisqu'on va bien séparer les deux. Alors, je crois que je ne vous ai pas présenté, en la regardant, j'ai oublié. Elodie Bunz, donc, qui est notre directrice du service du pôle aménagement. Donc, elle gère tous les grands travaux, tous les nouveaux travaux qui sont réalisés dans Saint-Paul, que ce soit de la voirie et du bâtiment. Et elle a 5 collègues avec elle. 16 au total. Ouais. Est-ce qu'elle a d'autres services, hein, les véhicules moi, je comptais que l'aménagement, mais à 5 à l'aménagement. Voilà. Donc la rénovation énergétique de l'hôtel de ville et le déplacement du guichet unique. Donc là, l'idée, c'est d'abord de faire des économies d'énergie. Et notre projet a été retenu au niveau national puisque nous avons fait partie des 150 attributions de subventions du fonds vert que vous entendez souvent parler à la télé. C'est les 2,5 milliards qui sont mis par le gouvernement pour aider à la rénovation des bâtiments pour l'énergie. Et on a fait partie des 150 premiers attributaires, donc c'était plutôt intéressant parce que plus on est au début, mieux ça vaut parce que ça nous permet de toucher en général plus que quand on arrive à la fin où l'enveloppe doit être divisée par 6 ou 7 000. Donc c'est complètement différent. Donc l'État nous a attribué 455 000 € pour faire ces travaux et on a eu 70 000 € du département. Donc, on a un montant total des travaux d'1,3 million sur la rénovation de cette mairie. Mais elle a plusieurs buts. Il y a la rénovation énergétique des bâtiments et elle a aussi votre accueil pour le guichet unique qui va être complètement transformé puisque je pense qu'on vient de vous le projeter. Donc voilà, vous rentrerez par la porte aujourd'hui qui était dite l'accès de la salle du conseil municipal, donc qui disparaît. Et vous aurez des cellules qui seront plus discrète, on va dire, quand vous avez des choses plus personnelles à faire, que ce soit des mariages, des PAX ou malheureusement des décès, vous serez beaucoup plus isolé qu'on peut l'être au jour d'aujourd'hui à la mairie. Donc voilà, on espère que... Alors la date, c'est fin de travaux pour septembre 2024 avec une ouverture au premier trimestre 2024 du guichet unique par contre, puisqu'on travaille par tranche et dès que le guichet unique va être terminé au premier trimestre, vous accéderez de l'autre côté. Et quelque chose à ne pas négliger non plus, c'est l'accessibilité. Là, vous serez directement en accessibilité sur le guichet unique, puisque tout est à plat par rapport à la place Castellane.
Donc c'est difficile, hein, c'est un site, des travaux en site occupé. Donc on a déménagé beaucoup de services qui sont répartis dans la ville, à l'ancienne poste, à l'ancienne trésorerie, à l'ancienne communauté de communes, au à l'évêché aussi. Donc, ils sont un petit peu répartis. Ça, c'est un petit peu plus problématique pour la hiérarchie parce que la DGS, par exemple, là, il est obligé de se balader un peu dans tous les bâtiments de la ville. Une autre partie qui est encore en cœur de ville, c'est la rénovation et l'extension du musée d'archéologie de Tricastine, MUSA, appelé MUSA si vous le voyez dans ses publications. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce musée qui fait aujourd'hui à peu près 110 mètres carrés d'exposition? On veut surtout valoriser et préserver le patrimoine de Saint-Paul-Trois-Châteaux, puisqu'on a beaucoup de réserves, on va dire, qui sont stockées et qu'on ne peut pas vous exposer par manque de place. Donc le but, il est bien là, c'est de pouvoir faire des rotations et de pouvoir vous faire voir toutes les richesses, on va dire, du sous-sol de Saint-Paul. Certains qui sont dans la salle savent bien qu'on en a trouvé chez eux. Donc, c'est un peu le but d'essayer de faire voir tout ce qu'on trouve dans Saint-Paul-Trois-Châteaux. Donc, aujourd'hui, ce musée est de plus en plus fréquenté, mais il est vraiment à l'étroit, donc c'est difficile. Et quelque chose qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est on fait de la pédagogie et à peu près toutes les classes de Saint-Paul, voire du collège, viennent au musée pour découvrir et voir de plus près lorsqu'ils étudient par exemple le néolithique. Eh bien, Mylène est capable de leur faire voir à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut y trouver et comment ils fabriquaient, puisqu'elle leur fait fabriquer des petits objets pour qu'ils se rendent bien compte de ce que nos ancêtres faisaient à l'époque. Alors les plans qui sont encore à l'étude, hein, parce que c'est pas du tout terminé. Donc on récupère tout l'ensemble de l'ancienne poste pour y faire le musée sur 2 étages. Alors là, vous voyez, si je ne me trompe pas, c'est le rez-de-chaussée. Donc vous voyez une grande salle à droite. Et on rentre, là, c'est l'ex-poste. Hein, et vous verrez, on rentrera par la porte monumentale qui est juste en face de la cathédrale. Donc, ce qui va redonner un attrait. Et vous allez voir pourquoi. Vous aurez une grande baie vitrée qui sera où aujourd'hui on rentrait dans l'ancienne poste, pour pouvoir admirer les collections et donner envie aux visiteurs de Saint-Paul de rentrer dans le musée après pour voir d'autres choses. Au premier étage, on va faire une salle du conseil municipal, mais surtout une salle d'animation. Le conseil municipal se réunit à peu près tous les mois et demi, en moyenne sur l'année. Donc, on ne voulait pas monopoliser 100 mètres carrés. On a essayé d'optimiser. Aujourd'hui, on se réunit soit dans cette salle, soit à la salle Fontaine, lorsqu'ici il y a des activités. On pense quand même que c'est mieux d'approcher la salle du conseil et surtout qu'on avait besoin d'une salle pédagogique, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour accueillir les écoles, voir les adultes, pour faire des cours autour de l'archéologie et qui pourrait servir aussi autre chose, puisque je vous rappelle qu'à quelques pas, vous avez la maison de la truffe et des tricastins et qui est bien repartie côté pédagogique. Donc, on pourrait aussi faire des échanges, faire des conférences sur le vin, sur la truffe, pour ceux que ça intéresse. Donc, une petite particularité, vous voyez à gauche, vous avez oui, à gauche. À gauche, vous avez la salle qu'on va appeler la salle de la mosaïque, puisqu'une passerelle sera mise en place autour de la mosaïque. Et vous pourrez découvrir enfin la grande mosaïque qui fait 100 mètres carrés, on va dire. Donc, qui sera posée à plat. Et vous pourrez la découvrir enfin, puisque là, aujourd'hui, elle est stockée à côté de Lyon. Et vous aurez une remontée, parce qu'on ne voulait pas non plus faire 100 mètres carrés. L'architecte a eu l'idée de faire une remontée du bout de la mosaïque sur le mur. Et Mylène est très intéressée aussi, parce que ça permettra de faire découvrir aux gens comment nos ancêtres romains travaillaient. Et surtout, pour les écoles, de bien leur faire voir les mosaïques, comment elles étaient enclivées l'une dans l'autre. Donc une passerelle où vous permettrez de découvrir, de lire un petit peu l'histoire de tout ça, et vous aurez des vitrines encastrées où elle pourra déposer des objets de cette époque. Et de l'autre côté, vous voyez une salle. Bon, là, c'est vraiment un schéma, hein, ce n'est pas encore du tout défini.
Alors maintenant, je vais passer la parole à Michel, parce que c'est lui qui connaît parfaitement le cerf-blanc. Oui, bonsoir à tous. Donc, le cerf-blanc, c'est 2 nouveaux équipements qui sont actuellement en étude. Là, sur cette vue aérienne, vous reconnaissez tous le cercle qui est le conservatoire de musique. Complètement à l'extrême est, vous avez la création d'un nouveau parking. Parking gratuit qui sera situé physiquement à 2 pas du centre, peut-être un peu plus de 2 pas, peut-être 4. Ce parking, il sera avec un rez-de-chaussée et un sous-sol. Donc là, en partie supérieure, on voit l'emprise du parking. Un peu trop vite, je voudrais... Voilà. Total des places, 100 places. Un accès par la rue du docteur Pradel. Voilà l'accès, le pointeur vous montre l'accès d'entrée. Ensuite, donc, vous avez en violet les aires de stationnement de chacun des véhicules. Et puis, après un tour pour chercher une place, eh bien, si vous n'y parvenez pas, vous aurez une descente qui vous permettra d'accéder à l'étage inférieur. Cet étage inférieur, le voilà. Il comportera donc une zone pour garer les 2 roues, une zone pour raccorder des véhicules propulsion électrique et évidemment des emplacements que l'architecte a dimensionnés correctement par rapport aux tailles des véhicules. Et vous voyez qu'il y a toute une série de poteaux pour soutenir la dalle, mais que ces poteaux, ils sont astucieusement placés et ils permettent aux véhicules de quitter leur zone sans difficulté. Là, évidemment, il sera en accès PMR complet et vous avez des zones vertes sur lesquelles les piétons pourront circuler. Sur l'ouest de ce parking, vous aurez, à côté de la zone de sortie que nous voyons, là, il y a 2 véhicules, vous aurez un axe piéton nord-sud. Et vous voyez au fond une porte qui ressemble à une des portes de nos remparts. Et en fait, l'architecte permettra par cette circulation piétonne de rejoindre le cœur de ville et de rejoindre les quartiers sud. C'est un petit peu un axe qui est en création et qui va jouxter complètement sur la partie gauche de cette photo l'accès à l'école maternelle qui est juste à côté. Hein. Il y aura une communication très facile de plein pied entre les 2 zones. Sur la partie supérieure, il y a également, vous voyez, il y a 2 cyclistes et juste derrière, il y a une aire pour pouvoir garer ses propres vélos à ce niveau-là. Voilà pour le parking. J'insiste, hein, c'est donc un parking gratuit. Ça sera un parking qui vient en complément de ce qui existe. Ça devrait nous permettre de réduire un peu la circulation en centre-ville. Et il y aura une partie parking minute pour la dépose des petits écoliers le matin ou la reprise le soir. Là, il y a une volonté d'intégrer ce parking dans l'environnement bâti urbain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure énorme en partie supérieure. Vous pouvez imaginer ce que ça donnera. Le toit des voitures est quasiment comme une voiture qui est située sur le CD59, à la même altitude. Donc, il y aura là, dans les angles de ce parking, de la végétation. Et sur la partie sud, les végétaux seront conservés. Voilà, ceux qui sont juste en face de l'hôtel là, seront conservés. Voilà.
La lumière sur la partie basse, au -1 du parking, viendra par les côtés latéraux du parking. Vous avez des plans inclinés qui seront végétalisés et qui permettront d'avoir une bonne propagation de la lumière pour éclairer cette partie sous dalle. Voilà. Pour les dates comment dire, de ce projet, actuellement, c'est en pleine phase d'étude. Et le premier coup de pioche, alors l'installation du chantier, je me retourne vers Élodie, c'est dans une quinzaine de jours. Et le livret, parce que finalement, 6 mois. 6 mois. Hein. Voilà. Ensuite, ben, si vous voulez, on va reprendre la photo supérieure, Élodie. Voilà, celle-là. Juste à côté de ce parking, donc, vous avez l'emprise au sol de l'école, de la nouvelle école du Cerf-Blanc, hein, nouveau groupe scolaire. Donc, avant de rentrer dans cette école, en voilà un petit peu une vue aérienne. Que dire de cette école ? Elle va remplacer d'abord une école qui approche près de la soixantaine, qui est de l'autre côté de la rue. Cette école, elle va comporter 4 classes, 4 classes de maternelle, avec la possibilité d'une 5e classe si jamais la natalité augmentait fortement dans la région. Et cette école, on va un peu la décrire, elle va comporter également un pôle de restauration scolaire qui sera commun, et c'est l'intérêt de ce genre de projet, commun avec l'école du Pialon qui est juste à côté, l'élémentaire, et donc cette nouvelle école, l'école du Cerf-Blanc. Vous voyez sur cette vue aérienne, sur la partie droite de la photo, vous voyez le fameux axe nord-sud dont je vous parlais, qui pourra être emprunté par les piétons qui veulent traverser l'ensemble et également par les pères et mères de famille qui viendront accompagner ou qui viendront récupérer leur progéniture. Voilà. L'école, donc, elle est construite sur un terre-plein qui existait depuis certainement plusieurs décennies, qui correspond à une zone qui avait été excavée du temps de la construction de la gare en 1895, pour ceux qui aiment les dates. C'était une zone de dépôt des différents matériels. Je vous rappelle que les platanes qui sont derrière moi, dehors, que vous voyez tous les jours, sont ceux qui étaient le long de la gare. Dans le hall de la salle Fontaine, vous avez une magnifique vue où on voit la gare et ses platanes. Et là, juste côté nord, vous avez l'avenue de la gare. Et les anciens, ils avaient fait une grande plateforme qui, au cours des décennies, a vu des constructions arriver. Hein. Et aujourd'hui, à l'emplacement de l'école, précédemment, il y avait un petit gymnase. Et on construit sur ce plan qui est assez ancien. Alors cette école, elle a comme caractéristique d'être, elle correspond aux normes environnementales. Évidemment, elle est située en contrebas du CD 59. Et si vous voyez bien, l'architecte a, au passage, c'est un architecte qui a gagné un concours. Nous avons fait un concours avec 77 participants, un cabinet différent. On a mis une journée pour arriver à retenir les 3, et puis après, on en a retenu un. Et voilà le projet qui nous avait été présenté. L'ensemble des bâtiments forme un U et il est tourné vers le sud. Hein, donc le Mistral passera sur le toit en hauteur, mais la cour, vous voyez quelques arbres et quelques silhouettes d'enfants, la cour, voilà, ça sera un havre de paix avec de l'ensoleillement et puis le Mistral qui passe beaucoup plus haut. Sur le côté droit de cette photo, vous avez les baies vitrées là, ce sont les classes qui seront protégées d'un ensoleillement direct par un auvent qui court tout le long du bâtiment. Et côté sud, vous avez aussi un grand préau couvert
Nous sommes dans une école maternelle, hein, donc vous avez une cour avec une configuration et des zones qui permettent aux enfants de se familiariser à l'échelle, à la marche, au jeu. Bon. Et tout ça, ce sont des matériaux qui sont absorbants, qui ont la particularité d'avoir des couleurs claires, qui ne sont plus les jolis goudrons noirs qu'on faisait depuis quelques décennies, et qui devraient conduire à avoir une école dans laquelle les enfants et les enseignants, voilà une salle de classe, seront bien. Salle de classe, dans les particularités, vous voyez la baie que nous voyons est plein sud. Pour autant, il y a une casquette qui empêche l'ensoleillement direct. Et puis, vous voyez, le plafond est très très haut parce qu'il n'y a pas de faux plafond. Vous voyez des agitateurs d'air et vous voyez des dispositifs acoustiques de façon à ce que le bruit dans la classe soit pas insupportable ni pour les enfants ni pour les enseignants. Bon, je ne sais pas si on a d'autres photographies. On a une photographie. Dans cette école, il y a quelque chose d'original, c'est que l'architecte, il avait à résoudre l'arrivée des enfants au niveau supérieur, au niveau du CD 59, et puis les classes tout en bas. Et donc, il nous a proposé un dispositif original. Il y a un grand plein incliné que vous voyez sur la gauche. Oui, comme les enfants, ils ont encore un peu du mal quand on est en maternelle à se diriger. Il y a un grand 1 avec une flèche qui explique qu'on peut remonter. Et puis, sur la droite de cette photo, vous voyez la première porte d'une salle de classe, ainsi que... C'est des sanitaires, là, oui. La salle de classe, il y en a une plus loin, là-bas. Bon, il y a les porte-manteaux, il y a les petits casiers pour mettre les petites chaussures. Et puis, donc, ce dispositif permet d'éviter d'avoir des escaliers pour les tout petits. C'est quand même problématique. Là, c'est une pente douce. Et en plus, quand ils sont dans cette pente douce, ils peuvent soit monter, soit descendre. Mais il n'y a rien à escalader, il n'y a pas de virage. Au bout, ils seront pris en charge par les enseignants. Voilà. Bon, je tiens quand même à vous dire que pour l'instant, ce sont des images d'architectes. Nous espérons tous que la réalisation sera aussi merveilleuse que ce que l'on vous projette. Alors, je vais vous passer, je ne vais pas trop donner de chiffres quand même, mais actuellement, le projet est dans une phase d'appel d'offres. Hein, voilà, on va bientôt consulter les entreprises, me dit-on. Début des travaux prévisionnels, avril 2024. Et c'est là où il va falloir que ça travaille beaucoup. Fin des travaux, été 2025. Notre objectif est d'avoir une école livrée pour la rentrée des classes de septembre 2025. Vous avez vu, vous retrouverez ces images sur les panneaux qui sont affichés sur le trottoir. C'est pour la commune un gros investissement, hein, puisque le montant des travaux hors taxes, c'est 4,4 millions d'euros. Nous attendons des subventions de l'Europe, de l'État à travers le Fonds vert, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil départemental de la Drôme. 4 classes, ça fait, avec 25 enfants par classe, environ 100 enfants qui auront la chance en 2025 d'être dans une école agréable. Peut-être que les arbres sont moins fouillés que ce que l'architecte a voulu les mettre. Et il faudra leur laisser le temps. On n'a pas trouvé l'arbre qui pousse très très vite. Mais voilà, je redonne la parole à Claude. Oui, donc nous allons aussi faire un nouveau gymnase. Comme vous l'a dit mon collègue, nous avons démoli un gymnase pour mettre l'école à la place. Et d'autre part, nous allons démolir 2003, ce qui fait que pour 2 emplacements dédiés au sport, nous en ferons qu'un. Donc c'est un souci aussi de répondre aux nécessités économiques, d'autant plus fortes, et de construire un équipement moderne moins énergivore. Surtout ça, parce que nous avons dans la salle, par exemple, de 2003, c'est une passoire pour la pluie, pour le temps, pour tout ce qu'on veut.
Donc, bon, ben, tant qu'à faire du moderne, et aujourd'hui, on est obligé de tenir compte, bien sûr, de l'énergie. Donc, ça sera une salle polyvalente, une salle des sports de 1000 mètres carrés, avec des vestiaires et des rangements, un terrain donc intérieur qui fera 40 par 20, et des gradins de 100 places rétractables. Donc, ce gymnase est placé, on a l'emplacement sur un plan. Donc, vous voyez la salle Fontaine, l'espace de la gare, et donc le gymnase est à côté avec un espace qui permettra quand même de faire entrer les semis qui viennent à l'espace de la gare. Donc, il est prévu à peu près 1 an de travaux, début de travaux en 2025. Donc, la fin, un gymnase, c'est 1 an et demi. 1 an. Les montants des travaux entre 1,5 et 2,5 millions. Donc actuellement, on a une réflexion engagée sur l'autoconsommation électrique sur l'ensemble du site via le photovoltaïque. Donc vous voyez les images de ce que sera normalement le nouveau gymnase, qui permettra de remplacer les équipements qui vont disparaître. Donc moi, je vais vous parler encore des choses qu'on construit mais que vous ne voyez pas. Fabienne aurait pu le faire à ma place, mais on va parler du raccordement. Vous vous rappelez qu'on avait évoqué dans les années 2020 la problématique de Saint-Paul qui a une eau qui est très calcaire, puisqu'on a un TH à 45 au jour d'aujourd'hui. Et notre souci, c'était, on était parti, si vous relisez notre programme de 2020, on était parti pour monter une usine, pour enlever tout ce calcaire et les pesticides. C'est Michel qui s'en est occupé. Quand on est arrivé au prix et aux frais de fonctionnement, on a dit stop, il faut qu'on trouve une autre solution. On était autour de 5 millions pour l'usine et à peu près 1 million par an de frais de fonctionnement. Donc vous imaginez pas le montant de la facture d'eau au bout du compte. Donc on a essayé de trouver une autre solution. Et quelquefois, il faut avoir un peu de chance dans la vie. Et le syndicat des eaux de Rhône-Aigle-Ouvèze, plus communément appelé RAO, a fait un nouveau raccordement pour Orano en passant par le pont de Bolène. Aujourd'hui, ils avaient besoin d'une deuxième arrivée d'eau pour des raisons de sécurité. Et aujourd'hui, ils arrivaient par La Palue et là, ils sont arrivés par Bolène. Et le président, à l'occasion d'une réunion, m'a proposé de regarder si on n'était pas intéressé pour se raccorder sur RAO. Alors pourquoi aller chercher de l'eau à côté ? Parce que leur taux de enfin, moi je vais vous appeler ça le taux de calcaire, c'est le TH, mais c'est plus simple, il est à 21. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de calcaire dans l'eau de Saint-Paul. Alors, pas tout au début, parce que malheureusement, il y a du calcaire dans les tuyaux, il faudra que ça se nettoie. Mais petit à petit, on aura tendance à arriver à 25, 26 de TH. Donc, ce qui veut dire qu'on va éliminer cette problématique que vous avez tous, les adoucisseurs, les machines à laver qui tiennent 3 ans au lieu de 5 et compagnie. Donc, on espère que la réalisation a été faite dans des temps records, puisqu'on était aussi coincé par un... Non, il ne m'a pas mis la vidéo. On avait une vidéo sur les chantiers, mais apparemment, on n'a pas été mise. Donc, vous voyez, ces chantiers, moi, au passage, je tiens à remercier l'ASSOR, notre délégataire, et surtout l'entreprise TPR qui nous ont mis toutes les équipes et pour limiter aussi la gêne pour le public, pour nous raccorder. On a même travaillé de nuit parce que ce n'était pas simple, dans la mesure où on avait des usines de raccorder sur ces tuyauteries, sur les anciennes tuyauteries, et en particulier Gerflor, qui a besoin de l'eau. Sans ça, ils auraient arrêté la production et ça aurait pu provoquer un peu de casse dans leur ligne, en particulier pour ceux qui connaissent Gerflor dans l'usine 4. Donc voilà, donc bravo à ces équipes qui ont travaillé jour et nuit pour pouvoir nous raccorder et nous raccorder maintenant à RAO. À quelle phase on est? Donc le coût des travaux est important puisqu'on arrive à 1,9 million, à peu près. Donc coût important, mais nettement inférieur si on avait monté une usine, et surtout une fois qu'on sera dans
qu'on sera raccordé RAO, bien, on reprendra l'eau de là-bas et on sera à peu près comblé pour deux raisons, puisque la DREAL, alors maintenant plutôt l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, Saint-Paul-Trois-Châteaux vivait depuis peut-être un siècle là d'ailleurs, mais on s'en occupait pas avant, très dangereusement. Et je vois Michel Escalon qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, s'en rappelle, parce qu'il en avait eu des lettres aussi de l'ARS. À l'époque, c'était la DAS, parce qu'on n'a pas de secours à Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'une source d'eau d'approvisionnement. Et en cas de pollution, eh bien, cette source aurait été polluée, on avait la distribution de bouteilles. Donc l'ARS venait de plus en plus pressant pour qu'on trouve un deuxième secours. Pour tout vous dire, au départ, on devait aller se raccorder à Bonnefille, donc qui est en face de la gare d'Adémar. Et là, le coût des travaux était autour de 3,5-4 millions. Et on a abandonné ce choix pour deux raisons. D'abord, ils ne sont pas opérationnels sur leur forage. Et puis, effectivement, le raccordement RAO était plus simple et plus rapide. Donc voilà, on résout deux problèmes, puisque au 1er janvier, on espère 2025. On va essayer de le faire avant, si tout est possible, mais pour l'instant, on reste sur notre base, c'est-à-dire 1er janvier 2025. L'eau principale de Saint-Paul, ce sera RAO. Et les Gonsards, qui sont aujourd'hui l'eau principale, alors, n'allez pas penser qu'elle n'est pas potable, elle est potable, mais quand même, au niveau de taux de calcaire, et pas bonne du tout, sera le secours. C'est-à-dire qu'on la fera tourner occasionnellement pour que tout ça, ça fonctionne. Mais on viendra en secours par les Gonsards uniquement si RAO ne pouvait plus nous fournir d'eau. Ce qui n'est pas le cas parce qu'ils ont des débits suffisants. Hein, ils alimentent toutes les villes du Sud-Drôme et du Nord-Vaucluse. Donc voilà, donc on est enfin conforme par rapport aux demandes de l'ARS, c'est-à-dire qu'on a une canalisation principale et un secours, et on aura une meilleure qualité d'eau. Tout ça, effectivement, vous en aussi, tout le monde en supportera un petit peu, puisque l'eau de RAO est légèrement plus chère que l'eau de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mais avec la qualité, on a à peu près calculé que si vraiment, au bout du bout, on supprime les entretiens d'adoucisseurs, pour ceux qui ont des adoucisseurs, entre les 170 € à peu près de coût d'entretien par an d'adoucisseurs et puis l'augmentation du prix de l'eau, ça devrait normalement se compenser. Sachant qu'au début, on n'ira pas du tout à ces prix-là. Alors, il faut savoir que de toute façon, en 2026, la compétence eau et assainissement bascule sous la responsabilité de la communauté de communes. C'est la loi NOTRe, la gentille loi NOTRe. Et à partir de là, on n'aura plus la main sur nos tarifications et autres. Et il faudra, de toute façon, à terme, arriver à uniformiser le prix de l'eau par territoire. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, si Saint-Paul est la moins chère de tout le territoire, on est juste l'eau, hein, pas l'assainissement, on doit être à 1,12. De bonne mémoire, c'est ça? Tu me mets un coup de pied si je me trompe, Élodie. On est à 1,12, le plus cher est à 4. Alors, effectivement, mais n'ayez pas peur, ça ne montera pas à 4 parce que c'est des petits réseaux de petites communes. Donc, effectivement, quand on entretient un petit réseau avec peu d'utilisation et peu d'abonnés, ça coûte beaucoup plus cher et ça fait monter le prix de l'eau. Donc, eux vont en bénéficier parce qu'on va leur permettre de redescendre au prix de l'eau. Donc, dans un premier temps, on va nous basculer la responsabilité de notre eau potable sur le syndicat RAO et ça restera là définitivement puisque la communauté de communes se substituera à la commune mais ne viendra pas reprendre l'alimentation d'eau, elle le laissera au syndicat RAO. Sur la communauté de communes, on sera 8 communes à être alimentées par RAO. Il y a, je ne vais pas me tromper, Rochegut, Suse, Boucher, Tulette, Clansaille, Solérieux, Baume de Transit. Et nous maintenant. Saint-Restitut, il regarde de très près. En fin de compte, c'est tout le côté très sud de la communauté de communes qui sera raccordé et qui sera fourni par RAO. Voilà, donc un chantier important pour la qualité de l'eau, hein, et puis important aussi pour la sûreté d'alimentation de l'eau, parce que vous entendez partout. Simple exemple, hein, quand Clansaille était autonome avec Baume de Transit, vous vous rappelez, il y a 2 ans, on a fourni de l'eau à Clansaille parce que leur puits était à sec. À savoir que nous, on a un petit puits annexe qu'on va fermer, qu'on a demandé la fermeture. Ce n'est pas qu'on ne veut pas l'utiliser, mais il est très pollué.
au jour d'aujourd'hui. Donc, on essaie avec l'ARS de le conserver en sommeil, mais l'ARS nous refuse qu'on le garde en sommeil, puisqu'ils ont des directives très précises. Si on ferme un puits, on le bétonne et on ne l'utilise plus. Et il n'y a plus d'eau l'été, donc ça ne nous a pas aidé, puisque cet été, à partir de juillet, ce puits-là, il est à sec. Donc automatiquement, quand vous avez un puits à sec, une condensation des pesticides, et quand l'eau remonte dedans, ben, vous avez des niveaux de pesticides énormes. D'ailleurs là, les dernières mesures, on est en alerte, donc on ne l'utilise plus, donc c'est pas grave, mais ce puits-là était, vous voyez où il est situé, en face la motoculture aux Haleines, en face la motoculture Boyer, pour vous situer. Donc à terme, on n'utilisera plus les Haleines. Si on peut le garder au cas où, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 50 ans, hein, les mouvements de terrain et tout, mais on essaie de négocier pour qu'on le ferme obligatoirement, mais qu'on puisse éventuellement, dans 30 ou 40 ans, pas être obligé de reforer. Mais il avait très très peu de débit puisqu'il apportait 80 mètres cubes par... C'est ça. Il était à 80 mètres cubes heure, alors que de l'autre côté, on a 140, 160 même. Voilà, donc quelque chose qui a été très très vite, hein, puisqu'on a engagé les travaux en juillet 2022. Même pas? Ah oui, en avril 2023 et en août. Alors, septembre, parce qu'on a fini les raccordements, mais au moins toute la tuyauterie était arrivée au Gonsard en août, fin août 2023. Donc, vous voyez, sur 3 km de tuyauterie, vous avez dû voir hein, sur l'ancienne route de Bolène, ils ont remonté par Chamillé et ils sont repassés de l'autre côté pour aller au Gonsard. Donc quelque chose d'important, des gros travaux que j'espère vous ont pas trop perturbé la vie quotidienne. Ah mais si, regardez la vidéo, elle y était, elle y était. Ah, on n'a pas de son. C'est la dernière phase qui était du raccordement entre la nouvelle, un 300 sur un 250. Donc c'est la station des Gonçards que vous avez après le pôle technique, sur votre gauche. Ça ne dure pas très longtemps. Hein. Le chef explique ce qu'il faut faire. Il regarde. Oui, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Au petit matin, normalement, ça se termine. Il y a eu beaucoup d'engins mobilisés. Il y a eu des bétons de coulée en même temps. Vous voyez, sur le papier, quelquefois, on dit oh, bah, aller se raccorder, c'est pas compliqué. Oui, ils ont rappelé des engins le matin parce que c'était un peu la galère. Il y a de l'eau qui est arrivée par capillarité en plus. Donc il a fallu évacuer. À la mise sous pression, certains tuyaux ont bougé. Donc il a fallu les recaler. Voilà, et au petit matin, le chantier était terminé. Oui. Voilà. Donc le prochain réaménagement de la RD 59A, on aura d'abord un tronçon avenue Becquerel à réaliser. Alors tout ça, ça se fera en accord avec le département, donc on ne peut pas vous donner trop de dates de réalisation, puisqu'il faut qu'on se cale avec le département, parce que par principe, tout ce qui est aménagement, trottoir,
Donc il y aura plusieurs tronçons. Il y aura déjà le tronçon vert qui sera Becquerel, mais qu'on va couper en deux puisqu'on va aller d'abord jusqu'à l'école Goni, puisqu'on a des travaux à réaliser sur la rue de Bizet, en particulier à rajouter une tuyauterie pour évacuer de l'eau pluviale à la Roubine, mais on attend d'avoir une étude hydraulique dans tout le quartier rue du Docteur Mathieu, toute cette partie à droite là, je ne sais pas si on le voit bien, tout ce qu'on voit sur le long du trait vert à la droite. Donc on est en train de regarder, faire une étude hydraulique parce que c'est bien d'éviter qu'une certaine partie ne soit plus inondable, on va dire, mais il ne faut pas aller inonder les autres. Donc il faut qu'on regarde par conséquent si on bouge des tuyaux par là, est-ce que ça ne va pas aller inonder plutôt vers la place de la Libération, par exemple. Donc on est en train de regarder à peu près toute cette partie-là pour le faire. Donc là, voilà, Becquerel, l'idée que toujours rajouter un peu de la verdure, ce ne sera peut-être pas de la pelouse, ce sera peut-être des arbustes, hein, parce que là, on évite les arrosages. Mais bon, c'est pour le dessin synthétique que nous ont fait l'équipe à Élodie. Donc un trottoir tout le long, une possibilité de piste cyclable à droite, avec mix, c'est-à-dire piéton, vélo de 3 mètres, tout le long du boulodrome. Dans l'idée, c'était pour pouvoir aller effectivement à l'école en toute protection. Oui. On remonte sur le quartier du Pas de Barbière au quartier ouest. Vous voyez l'état à droite aujourd'hui, à droite et à gauche. Donc l'idée, c'est de créer une voie douce du Pas de Barbière au quartier ouest et à terme de pouvoir aller en gros de Lidl jusqu'à l'école Goni en passant par le haut, par une voie douce. C'est bon. Et enfin, le Coureau. Donc merci à Michel d'avoir évoqué le sujet, si tu veux en parler, de tout le travail que tu as fait. Oui, le Coureau, nous avons travaillé, nous avons fait des propositions. Aujourd'hui, le projet est en stand-by parce que sous ces magnifiques platanes, vous avez l'histoire de Saint-Paul et puis avant l'histoire de nos Romains qui nous ont précédés. Et finalement, aujourd'hui, le projet, eh bien, il est encore en cours de réflexion. Les services de l'État n'ont pas encore exprimé complètement et définitivement leur position. Donc, la commune va se contenter aujourd'hui de réaliser la mise en séparatif des réseaux. Ça va concerner une phase de travaux qui aura lieu plutôt sur le côté droit de cette photo. Hein, voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Jean-Michel, si tu as des informations récentes, tu es prié de les livrer. Merci Michel. Oui, aujourd'hui, on est en discussion avec les services de l'État, déjà pour mettre en séparatif, puisque je vous ai parlé de ces 6 km. Bien, le Coureau fait partie de ces 6 km et il nous faut absolument terminer notre boucle de mise en séparatif des réseaux. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire le combat, ce n'est pas un combat, mais nos discussions un peu musclées, on va dire, ils se tournent avec les services de l'État sur pouvoir réaliser ces travaux sans nous faire perdre du temps trop dans les travaux. En gros, si vous avez bien compris, c'est de limiter au maximum sur la largeur de la tranchée les fouilles archéologiques. Et après, il y aura une deuxième phase où là, ça va être, je pense, là, un vrai combat pour refaire l'ensemble du Coureau lorsqu'on aura bien arrêté. Je crois qu'il a un groupe de travail, Michel, qui travaille avec lui, mais là, il ne travaille plus parce qu'on est arrivé à une phase où il n'y a plus le besoin pour pouvoir prendre des décisions par rapport à la modification de voirie qui pourrait avoir lieu sur ce Coureau, toujours dans l'idée de donner plus de place aux piétons vélos. Alors en cœur de ville, surtout aux piétons, parce qu'on voit dans d'autres villes la problématique du vélo, voire trottinette au milieu des piétons. Donc nous, on veut donner au maximum la place aux piétons sur le cœur de ville. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus parce que le projet a bien avancé avec l'équipe de Michel
et puis surtout le comité qu'il a monté avec des riverains, avec plein de personnes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a coupé un platane parce qu'on ne pouvait pas le sauver, qui était le plus à l'est. Il y en a un deuxième, celui qui est là, qui est sous surveillance de l'ONF. On espère le sauver, mais on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas lui donner des antibiotiques à lui, ça ne change pas. Donc on espère quand même qu'il va, du fait qu'on a enlevé l'autre, peut-être que ça peut bouger, ça peut au moins le stabiliser. Et vraiment, moi je dis merci au comité qui s'était monté, parce qu'ils ont présenté, il y avait le comité de quartier que Maurice Merabé pilote, et il y avait des riverains. Moi je trouve que c'était bien, parce qu'ils n'ont pas... C'est-à-dire qu'on leur avait dit pas de limite. C'est-à-dire qu'il y a même eu la proposition d'arracher tous les platanes, par exemple, dedans, pour faire autrement. Ce en quoi je ne suis pas très favorable, pour tout vous dire. Mais en fonction de ce que nous dira l'État, ce sera peut-être une des solutions. Donc, en imaginant qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, aujourd'hui, on est plutôt sur une fouille complète du Kourou. Donc, une fouille complète, vous comprenez le temps, l'argent. 5250 mètres carrés, je crois, de fouilles. Donc, vous imaginez, sur 4 mètres de profondeur. Donc, ça veut dire de fermer le Kourou, mais ils sont... Bon, je ne dirai rien de ce que j'en pense. Et ça veut dire fermer le Kourou, donc tous les commerces qui sont le long, alors même si ils s'arrangeront pour que les commerces, vous puissiez aller encore au commerce, mais ça veut dire 2 ans de fouilles minimum, en espérant qu'ils ne trouvent pas un truc exceptionnel. Donc, on est en train de... Élodie travaille sur le sujet pour voir si on n'a pas une solution technique pour ne pas creuser et ne pas taper. Donc, on est en train de regarder. Ce qui nous a donné l'idée, c'est un peu, vous voyez, comme on voit sur les autoroutes, ils griffent juste l'enrobé et ils remettent dessus. Et comme on a partout des petites marches pour rentrer soit dans les magasins, soit dans les habitations, peut-être qu'on peut relever. Mais encore faut-il qu'ils nous l'acceptent. Parce qu'ils peuvent nous dire, ah non, vous allez compacter, ça risque de casser le Romain qui est mort depuis quelques siècles. Il va porter plainte. Non, c'est vraiment, je vous assure, c'est un combat avec l'archéologie de tous les jours. Hein. Alors en ce moment, ils sont contents parce qu'on fait des travaux. Donc partout, ils nous demandent de faire des trous. Vous avez remarqué qu'il y a des trous partout. Donc le gymnase, on a fait 2 trous. On a trouvé un puits. Quand j'ai vu qu'on avait trouvé un puits, j'ai dit, oh là là, c'est la cata. Mais non. Dans le centre ancien, c'est suivi en permanence puisqu'on a sorti 4 sarcophages. On en a ressorti un dernièrement, mais celui-là, ils nous ont dit qu'il était cassé. Je pense qu'il y a une entreprise qui a dû travailler avant, qui est tombée sur le sarcophage. Ils ont dit, bon, la pelle est tombée dessus, c'est pas de chance. Ils n'ont rien dit. Ils ont rebouché. Juste pour la petite histoire, quand on a refait Bonne-Rue, l'assainissement et l'eau potable, et l'eau usée qu'on a mis, l'assainissement, je veux dire, eau usée et eau pluviale qu'on a mis en séparatif, le tuyau unique qui existait avant, il était posé sur une mosaïque. Posé carrément. La belle mosaïque bleue que vous avez dû voir dans la presse, qu'on a enlevée pour la restaurer. Donc elle était une mosaïque de 4 mètres par 4 mètres qui était très jolie. Mais le tuyau était posé dessus. Donc vous voyez qu'à une époque, on avait moins de soucis pour les fouilles archéologiques. Mais c'est quand même, effectivement, c'est quand même notre passé, c'est quand même intéressant de le sortir, mais c'est vrai qu'en contrepartie, il faut aussi savoir que partout on fouille dans Saint-Paul, enfin certains d'entre vous le savent, hein, puisque aussi dans vos constructions ou autres, vous êtes tombés sur des vestiges et à chaque fois avec des problématiques. Alors la maison de santé, donc on va agrandir la maison de santé. Alors certains, j'entends, comme un président disait, moi aussi j'entends, vous aussi vous entendez. Certains disent on aurait dû la faire la plus grande, n'est-ce pas? Je vous rappellerai quand même quand on l'a fait en 2018, qu'on avait décidé, 2017 même. Enfin, on avait commencé, on a été réceptionné en 2018, donc c'était un projet autour des années 2015. On avait quand même regardé, parce que j'aime bien faire de l'intercomparaison, je vais parler français, je ne vais pas dire de benchmarking, mais j'aime bien faire de l'intercomparaison avant de se lancer dans des travaux. Et on avait été voir plusieurs maisons de santé et effectivement, c'était plutôt soit des logements modifiés chez DH où on faisait 2 cabinets et où il y avait des difficultés à trouver un médecin. Nyons, par exemple, qui avait fait 3 cabinets, ils avaient un médecin, ils n'arrivaient pas à en trouver 2 autres.
Donc quand on a décidé, nous, mais là je remercie les médecins qui ont joué le jeu et qui sont montés en association pour pouvoir travailler dans cette maison de santé, lorsqu'on a décidé d'en faire 5+1 et d'amener toutes les professions libérales, c'était un pari qui n'était pas encore gagné en 2000, quand on a ouvert en 2018. Bon, maintenant, elle est complète, on est complètement rempli, même si ça risque de bouger dans les années qui viennent avec les kinés en particulier, mais il nous manque de la place puisque le laboratoire qui est aujourd'hui sur les Platanes a souhaité partir. Donc la solution pour qu'il reste à Saint-Paul, c'était de leur donner des locaux mieux adaptés. Donc on va aménager tout l'ensemble du rez-de-jardin. Oui, donc tout ce qui est autour du rez-de-jardin, on va le fermer, enfin faire des travaux pour le transformer en bureau avec 150 mètres carrés réservés au laboratoire et d'autres bureaux qui seront réservés pour demain mettre le centre médical, le centre médical. Voilà, donc on rentrera, après on n'a pas encore tout défini avec les médecins, mais le labo serait devant là, c'est ça. Voilà, c'est tout le bas là. Vous voyez un plan de coupe, c'est tout le bas qu'on va réaménager en gardant une petite partie technique. C'est tout ce qu'il y a. Donc voilà à peu près ce qu'on va faire pour. Donc juste un petit mot, donc c'est 450 000 € quand même, hein, la construction de ces. Il y a à peu près 300 mètres carrés de rajouter. Aujourd'hui, on est en phase pour ceux qu'on va lancer la consultation. L'architecte est désigné et on va lancer la consultation pour les entreprises pour réaliser pour fin 2024 que ça soit réalisé. Entre-temps, on va mettre des locaux provisoires ou aménager un ancien bâtiment à nous pour que le centre médical, cette fois municipal, s'installe. La cadre de santé qu'on a recruté arrive le 8 janvier, donc on va pouvoir démarrer. Aujourd'hui, on a l'accord de plusieurs médecins, entre guillemets, retraités, puisqu'ils vont reprendre du boulot, qui vont travailler comme salariés de la ville. Donc ça va nous permettre d'assurer, pour ceux qui n'ont pas de médecin référent et surtout qui ne trouvent pas de médecin, de pouvoir en avoir un. Ça, on espère courant janvier, voire maximum février, être mis en place. Il nous faut encore quelques données de l'ARS qui quelquefois sont pénibles, mais quelquefois sont facilitateurs puisque notre dossier, parce qu'on est, en fin de compte, une maison de santé municipale, est identifiée comme un médecin. Donc il faut un numéro d'agrément, une autorisation, tout le blabla. D'habitude, ça met entre 3 et 6 mois. Nous, on l'a fait en 3 semaines. Donc je les remercie parce qu'ils ont accepté d'accélérer le mouvement pour pouvoir nous aider à très rapidement récupérer les médecins retraités qui avaient envie de participer à l'aventure. Donc l'idée, c'est pas d'avoir que des retraités, l'idée c'est d'avoir 2 équivalents temps plein, c'est-à-dire de trouver 1 voire 2 jeunes. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes, même les remplaçants qu'on a aujourd'hui, on laisse plutôt ça aux médecins à chercher, puisqu'ils ont plus la facilité que nous d'attirer des jeunes médecins, en particulier lorsqu'ils sont remplaçants. Aujourd'hui, on a 2 remplaçants qui tournent à Saint-Paul. Ils se tâtent à être libéral ou peut-être salariés chez nous. Enfin, normalement, on ne devrait pas les perdre. Donc, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, on ne devrait pas les perdre. Après, s'ils cèdent aux sirènes d'ailleurs, ils peuvent céder, mais ils connaissent les conditions à Saint-Paul, donc on espère qu'on va les garder. Donc voilà, donc demain, on aura ce centre médical municipal qui permettra aux jeunes, parce que ça fait peur aussi pour les jeunes de se retrouver seuls à exercer en sortant de la fac. Donc là, ils auront l'appui quand même des libéraux qui seront à côté, et ils auront aussi l'appui des retraités qui seront là aussi pour les aider, puisqu'ils travailleront en parallèle. En fin de compte, la grosse différence entre un libéral et ce qu'on va monter, notre maison municipale, le médecin est déchargé de toute la partie administrative. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui vous prendra la carte vitale, c'est la secrétaire ou la cadre de santé. C'est toute la partie administrative, ça complètement enlevé du médecin et toute la partie comptabilité. Lui, il sera vacataire ou il sera salarié de la ville, il aura son salaire à la fin du mois. Un petit travail supplémentaire pour les services RH chez nous. Mais voilà, la grosse différence, elle est là. Et même le jeune médecin qu'on va salarier,
il sera pareil, il touchera un salaire à la fin du mois et il n'aura pas à s'occuper de la partie administrative. Donc les projections pour 2025-2026, ça sera la déconstruction de Saint-Paul 2003 et l'aménagement d'un parc paysager. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on ne va pas revenir sur le débat pourquoi on a choisi de raser 2003 plutôt que de le réhabiliter. Si vous voulez regarder les différences, vous regardez Gérard May qui a fait le choix de la réhabilitation parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils étaient bloqués par le terrain. Je crois qu'ils ont terminé à 21 ou 22 millions de rénovation. Donc là, on va attaquer normalement fin 2025, début de 2026, cette déconstruction des structures à l'ancienne, des bâtiments et salles. Et on met surtout l'accent sur le réemploi des matériaux. Donc on cherche des entreprises, comme lorsqu'on avait cassé Fontaine, l'entreprise avait complètement réutilisé les matériaux. Sauf que cette entreprise, on ne la voit plus trop par ici. Si, il vient plus trop. Il vient un peu encore, mais pas trop. Il vient que sur des petites opérations maintenant. Donc, et en plus, on est tombé sous l'évolution de la réglementation qui nous oblige à un diagnostic déchets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse évaluer la quantité de déchets par type qu'on va avoir pour pouvoir les traiter les uns, pas tous en même temps. Donc on est en train de faire la rédaction du cahier des charges et puis sur les déchets aussi de regarder, et puis on a une réflexion sur le devenir du site. Et là on a fait travailler le Conseil des sages qui a très bien travaillé. Je ne sais pas s'il y a des membres là, je pense que oui. Ouais, ils sont là, les deux protagonistes, ils sont là, Claudine et Michel. Et puis il y en a d'autres, je pense. Hein. Ah oui, il y a Paul aussi. Donc ils ont François aussi. Ah, mais je ne les connais pas tous. Enfin, je les connais tous, mais je ne les ai pas tous repérés dans la salle. Et ils ont très bien travaillé puisqu'ils nous ont fait un cahier des charges qu'on a envoyé. Mais on reconnaît bien là la patte du tricastin. Parce qu'on a fait un cahier des charges sur tout ce qu'ils nous ont demandé. Donc on a une maîtrise d'œuvre urbaniste qui a travaillé dessus. Je vais quand même enlever le prix de la démolition. Hein. Bah, on arrive à un chantier de 3,5 millions. Donc merci, messieurs, dames. Beau travail pour planter des arbres. Non, des variétés super. Non, il y a tout exactement dedans. Mais ça pourra être fait en étapes, puisqu'il y a même un théâtre de verdure qui est prévu dedans. Donc, tu es contente. Hein. Ils ont vraiment tout prévu. C'est un beau travail parce qu'on peut s'appuyer sur ce cahier des charges maintenant pour travailler. Et prochainement, on le représentera. Il n'est pas encore tout à fait finalisé par l'urbaniste. Quand il sera finalisé, on le présentera, le fruit de leur travail et le fruit surtout de leur réflexion. Donc, merci à eux d'avoir bien travaillé sur le sujet. C'est fini. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'on devrait à peu près réaliser, parce que vous savez, il y a le temps, il y a aussi les finances, hein, comme je l'ai dit dans la définition de notre ROB, c'est-à-dire le rapport d'orientation budgétaire de la ville. On ne dépense plus que l'on gagne. Je rappellerai quand même qu'on n'a pas augmenté, notre ligne de conduite, c'est de ne pas augmenter les taux d'imposition. Sachant effectivement, on peut avoir des choix différents, hein, des uns et les autres. Nous, c'est le choix de notre équipe majoritaire. Certains se recoupent avec d'autres, certains déplaisent, ça, je ne veux pas le contester. Chacun a son avis. Il faut savoir aussi qu'on est inscrit aussi maintenant dans une communauté de communes où, par exemple, le plan vélo, mobilité, piste cyclable va être validé par la communauté de communes et non par la commune. Nous, on a fait notre partie, chaque commune a fait sa partie. On a regardé s'il y avait des trous entre les deux au niveau de la Comcom. Maintenant, on va travailler avec le département pour faire acter ce plan vélo et après, chacun reprendra ses billes. Pour la ville de Saint-Paul, c'est aussi une modique somme entre 3,5 et 4 millions d'euros pour les pistes cyclables. Après, il faut savoir qu'il y a des parties où on ne peut pas agir parce que je me suis fait refuser, par exemple,
On avait prévu, lorsqu'ils ont refait la route sur Gerflor, on avait, nous, tout de suite sauté sur l'occasion pour faire une liaison de la Cité 3 jusqu'à Intermarché. Donc une piste cyclable complètement protégée. Ça nous a été refusé, puisque on est sur une départementale et c'est à eux de prendre en charge. Sachant que ça a un peu évolué, ça, puisqu'on parle plutôt de prise en charge tripartite maintenant, c'est-à-dire commune, Comcom et département. Ça va évoluer, donc on reviendra à la charge pour essayer de faire cette piste. On va faire une amélioration entre les aurores, où c'est dangereux, là, entre les aurores et puis le rond-point de la Valette. Oui, c'est le rond-point de la Valette, oui. On va protéger pour que les gens des aurores, en particulier, qui n'arrivent pas à sortir de chez eux sans aller sur la route, puissent être mis en protection. Donc là encore, on est sur une départementale, on va essayer de présenter ça sous forme de test. Mais on est en agglo, alors que là-bas, on n'est plus en agglo sur 2003. Donc en agglo, on a un peu plus les mains libres. Donc là, on va essayer de faire ce qu'on avait prévu sur la R59. On va le faire sur la R71, sur à peu près 400 mètres, 300-400 mètres. Et comme ça servira d'exemple au département pour leur faire voir ce qui peut être fait pour protéger les piétons vélos. Donc on avance, hein, on ne répond pas forcément aux demandes tout de suite sur ces parties-là, vélo, parce que je vous dis, on est dans un schéma directeur généralisé et il faut qu'on définisse un peu les projets, que tout le monde travaille de la même façon, que ce soit Tulette, Boucher, Rochegude ou Saint-Paul-Trois-Châteaux ou Malataverne de l'autre côté. Voilà ce qu'on voulait vous présenter ce soir, des projets de la ville de Saint-Paul, surtout effectivement on n'a pas parlé du côté humain aussi, hein, parce que le but par exemple de refaire l'école maternelle et de refaire toute cette partie de cantine qui est aujourd'hui très très à l'étroit, c'est aussi pour le personnel quelque part, hein, parce qu'on va améliorer les conditions de travail du personnel municipal et du personnel d'éducation nationale. La mairie, c'est pareil, quand on va rééclater et réinjecter les gens dans les bureaux, on aura un peu plus de place et ça va permettre aussi d'améliorer l'environnement du personnel de la ville. Et pour vous aussi, puisque lorsqu'on fait des réalisations, c'est pour que vous puissiez en profiter. C'est le but. Et puis, je pense qu'on essaie d'y arriver, pas tout le temps, parce que des fois on est devant un mur, comme certains services de l'État. Je ne vais pas trop les pourrir ce soir, mais... Voilà, vous avez quelques questions? Je pense. Alors vous avez vu l'opération gymnase, c'est le fait, on pourrait penser que pourquoi refaire un gymnase, on en a assez à Saint-Paul, parce que je l'entends aussi. Simplement que non, on n'en a pas assez à Saint-Paul. Mais l'idée de mettre le gymnase à côté de la salle Fontaine, ça serait aussi de ramener les activités non sportives qui se passent en particulier à plein soleil, comme la fête du livre, comme le forum des métiers où on est hyper serré. Il a fallu faire les pieds au mur pour arriver à le refaire encore cette année. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est d'avoir des espaces libres. Donc moi, les directives j'avais données à l'équipe qui s'en occupait du gymnase, c'était je veux un gymnase spartiate. Hein, c'est-à-dire que je ne veux pas un gymnase avec de la dorure partout, quelque chose de spartiate et qu'on puisse utiliser dans plusieurs conditions. Alors le seul sport qui sera attribué qui sera dans ce gymnase, c'est le roller hockey qui aujourd'hui a déménagé, il va même s'entraîner jusqu'à Valence, hein, parce que c'est très très spécial. Donc le sol sera fait pour faire du roller hockey, mais il sera fait aussi pour que la fête du livre ou autre s'installe dessus sans mettre de protection. Et j'ai eu la chance d'être au Salon des maires. On a la chance que Gerflor a fait un sol spécial justement pour les roller hockey. On n'a plus qu'à négocier. Moi, je leur ai proposé de faire un test chez nous pour voir si ça marchait bien. Pour l'instant, ils ne sont pas encore tout à fait d'accord. Oui. Il y avait une question, madame, excusez-moi, allez-y. Il n'y a pas de souci, je vous en prie.
Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir messieurs, dames. J'ai une petite question par rapport à ce que vous avez présenté en termes d'école. Je suis surprise de ne pas voir dans vos projets quelque chose en lien avec un réseau d'assistantes maternelles ou un réseau de crèches, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'au vu des constructions d'habitations qui sont en train de se mettre en place sur notre ville, en plus de cette nouvelle école, forcément qu'il y a des bébés qui vont arriver. Comment vous envisagez la garde de ces enfants? Est-ce qu'il y a un réseau d'assistantes maternelles qui va se mettre en place? Est-ce qu'il y a une crèche nouvelle ou un agrandissement de crèche? Voilà, ça sera ma première question. Merci. Alors, on n'a pas parlé de l'EPA parce qu'il existe, d'accord. Oui. Donc, on a une crèche qui a une centaine de places. Georges n'est pas là, mais c'est 100 places à peu près, Nathalie? Oui 68? Ah oui, j'étais généreux. 68 places. On n'a pas forcément de demande de plus, et on a un réseau d'assistantes maternelles aussi. On a les deux, mais j'en ai pas parlé parce que ça ne dépend pas de l'école. À savoir maintenant, je vous rappelle que l'école est obligatoire à 3 ans, donc ça va donner aussi du travail à des assistantes maternelles, parce que quelquefois les parents confient à l'assistante maternelle pour amener l'enfant et récupérer l'enfant. Mais on a les deux, on a un réseau de... Les petits filous. Il y a un réseau de combien d'assistantes maternelles aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire, il y en a un paquet quand même. Okay. Il y a la liste en mairie, mais avoir la liste quand je passe, il y en a un bon nombre. C'est les petits filous, je crois, ils ont une association qui s'appelle les petits filous. Ça fonctionne bien, en bonne collaboration avec nous. D'ailleurs, ils vont organiser avec nous le marché de Noël, donc vous voyez, ça, c'est dans la bonne entente. J'irai voir ce week-end. Voilà, vous irez voir ce week-end, ils seront avec nous sur le marché de Noël. Puis l'EPA, au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas de demande forcément de s'agrandir. Et c'est une des choses qui pourrait éventuellement basculer en intercommunalité si enfin on pouvait avoir des finances dignes de ce nom à l'intercommunalité. Mais à savoir que Donzère fait une crèche en ce moment, donc ça va retirer peut-être des enfants qui étaient mis chez nous avec le lieu de travail déporté. On a aussi une micro-crèche qui est sur la zone d'activité. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est une micro-crèche. Il y a 10 places. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas, on n'a pas senti, Georgia, qui est l'adjointe à l'enfance jeunesse, ne m'a pas alerté sur le besoin d'agrandissement de l'EPA pour le moment. Ça viendra peut-être dans quelques années, parce que les constructions ne sont pas toutes terminées. Oui, alors vous savez, on a une difficulté à Saint-Paul, c'est que les terrains sont très chers et que les primo-accédants vont plutôt dans les villages. Donc on a, j'appelle de tous mes voeux ce que vous venez de dire, qu'il y ait des bébés à Saint-Paul, voire des jeunes enfants, parce que la problématique qu'on a, c'est que les gens partent dans les villages, puisque quand vous avez un terrain à 50 000 euros, puis un terrain à 100 000 euros, quand vous êtes jeune, vous choisissez plutôt ça, sans regarder trop la problématique des transports, parce que si on a tant augmenté le passage sur la RD 59, c'est bien à cause de ça. C'est tous les lotissements qui sont ouverts dans les villages autour, qui ont fait que les gens vont habiter plutôt dans les villages parce qu'on vient très vite dans la vallée du Rhône. Sauf que c'est la voiture, et quand les enfants arrivent à 13-14 ans, c'est l'activité musicale, c'est l'activité sportive, et les va-et-vient dans la voiture, les gens ont envie de ras-le-bol. Donc ils ont fait un premier achat où là, nous, on aurait été intéressés, parce que je vous signale quand même qu'on a fermé 2 classes cette année, par manque d'enfants. Donc on aurait préféré garder les jeunes ménages sur Saint-Paul, pour qu'on ait des enfants. Et les lotissements qu'on construit, on s'aperçoit que c'est plutôt les 40-50 ans qui construisent. Donc en général, les enfants sont ni à la crèche, ni à l'école primaire, et ils rentrent au collège directement. Donc ça, c'est une problématique qu'on est en train de regarder. Pourquoi pas peut-être acheter des terrains pour faire des terrains beaucoup moins chers pour attirer des familles dessus, que la ville se mette, entre guillemets, promoteur immobilier pour donner la facilité aux primo-accédants de rester sur Saint-Paul. Mais c'est une vraie problématique quand on arrive à des terrains à 220 € le mètre carré, ça devient très problématique. Merci pour votre réponse. Ma deuxième question, ça concernait le fait que vous avez parlé en début d'échange de la remise à niveau du musée Tricastin à l'ancienne Poste. Je me souviens à l'époque, quand j'étais venue visiter le musée, Mylène m'avait dit « Oh là là, j'espère qu'un jour, on n'aura plus de voitures de garées au pourtour de l'église parce que ça abîme le bien au sens strict du terme archéologique dont on a parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé tout à l'heure, pardon. Du coup, est-ce qu'il est envisagé à terme parce que du coup, il va y avoir du passage de par ce nouveau musée, etc. Est-ce qu'il est envisagé à terme que le centre-ville
ne soit plus accessible en voiture. Je vous avouerai que lorsque je vais à la boulangerie, chez Greg et Sophie, et que je vois des conducteurs se garer alors que le parking de l'office de tourisme est tout proche, à côté du pain, de la boulangerie pour aller chercher leur pain, qui ne sont pas fichus d'être à pied, ça a le don de m'agacer un peu. Je trouve ça un petit peu dommage. Est-ce qu'il est envisageable ou envisagé à terme que le centre soit accessible uniquement à pied? Alors, la problématique de la cathédrale, on l'a bien en tête, puisqu'on a déjà fait une étude pour supprimer la partie véhicules motorisés tout autour de la cathédrale. Ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des logements. Donc, c'est toujours compliqué quand il y a des logements. On a même envisagé des voies à bornes, comme on voit à Strasbourg, par exemple, où le propriétaire a un bip pour faire baisser la borne et la refermer. On a envisagé ça. Simplement que faut prendre la problématique à l'envers. Il faut absolument fournir à proximité du centre-ville suffisamment de places de parking pour que les gens n'aient plus envie de rentrer dans la ville en voiture. Et après, effectivement, de les empêcher de rentrer en ville en voiture. Ça, c'est la deuxième phase. C'est vrai, si vous allez au jeudi de l'été, comme moi je le fais de temps en temps, le soir, vous vous apercevez qu'il y a des gens qui rentrent porte Notre-Dame et qui ressortent par la rue de la République. C'est-à-dire qu'ils traversent simplement, puisque de toute façon, pour aller dans les magasins, vous êtes obligé de vous garer ailleurs, puisque vous ne pouvez pas, rue des Écoles, les grandes rues, vous garer. C'est une discussion à avoir avec les commerçants. Pour l'instant, ils n'y sont pas favorables du tout. Ils trouvent qu'on fait chuter leur taux de fréquentation. Moi, j'en suis pas persuadé, puisque tous ceux qui ont fait du vrai centre-ville dans les petits villages, ça marche plutôt bien. Pas dans les villages, dans les moyennes villes, ça marche plutôt bien. C'est vraiment une discussion qu'il faut qu'on arrive, alors on ne sera jamais tous d'accord, hein, c'est normal, c'est la démocratie, mais qu'on arrive à sortir une majorité. C'est un vrai sujet qui devra être, dans les futures années, qui devra être vraiment discuté. Mais pour le tour de la cathédrale, effectivement, c'est envisagé d'éloigner les voitures parce qu'on esquinte les pierres de la cathédrale et on a des infiltrations le long des pierres, et ce qui pourrait nous provoquer des moisissures, et des moisissures qui pourraient nous embêter à l'intérieur des... Il y a quelques mois, là, il me semble me souvenir qu'il y avait eu un test d'Honoré là, pour que les gens circulent à pied dans le centre, Oui. à partir de la place de l'Horloge. Non, il n'y a pas eu quelque chose comme ça? Si, Ah, vous sur êtes Saint-Paul, il me dans semble. tout le centre-ville aujourd'hui, vous Ouais. êtes en circulation douce, c'est-à-dire c'est priorité piéton, après vélo et après voiture. Et les vélos peuvent remonter un contresens dans la Grand Rue. Aujourd'hui, on avait fait un essai, on l'a laissé puisque on n'a pas eu de fortes remarques sur le sujet. Et puis, bon, il faut reconnaître, à part à des heures un peu plus éloignées de midi, c'est là qu'on voit des gens qui roulent un peu vite en ville. Mais en général, dans la journée, on n'a pas de gros soucis sur les gens qui roulent vite en ville. Mais par contre, on a effectivement du stationnement fugitif, on va dire, en plein milieu. Ça, c'est vrai. Merci. Bonsoir. Vous avez au début parlé de l'école, la construction de l'école, de la construction du gymnase. Est-ce que, il ne me semble pas avoir entendu parler de panneaux photovoltaïques, alors que dans le PCAET, on fait état de faire en sorte que toutes les... Je vous réponds de suite. Claude l'a évoqué. Aujourd'hui, on ne l'a pas mis dans la construction parce que ça posait des problèmes pour après. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder pour avoir... donc, je sais que vous êtes une spécialiste du panneau photovoltaïque. On est en train de regarder pour faire de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, parce qu'on a fait quand même faire l'étude. Enfin, l'étude, ça a été vite fait. Hein, c'est un cabinet qui est venu mesurer la superficie des possibles. Et en fin de compte, on aurait à peu près 360 kVA de disponibles entre le gymnase et l'école. Sauf que, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais un panneau photovoltaïque, il est hyper opérationnel
à peu près de 11 heures à 16 heures. Parce qu'après, ça retombe. Pour une école, ça va bien, sauf que l'école, elle n'est pas ouverte tout le temps. Donc, il faut, en fin de compte, qu'on trouve un contrat où on puisse utiliser cette énergie qu'on n'utilisera pas à d'autres moments sur la mairie, par exemple, parce que les salles, ce n'est pas intéressant, puisque c'est souvent utilisé la nuit. Donc, pas d'intérêt de venir. Donc, on est en train de faire une étude pour faire de l'autoconsommation collective sur l'ensemble des bâtiments municipaux de la ville. C'est-à-dire, on installera des panneaux. Par contre, les toitures sont prévues pour supporter. Hein, c'est prévu comme ça. Et on installera les panneaux photovoltaïques avec une autoconsommation collective sur l'ensemble des bâtiments de la ville. Dans le genre centrale villageoise. Voilà, tout à fait. Alors, ils n'appellent pas ça comme ça quand c'est en urbain, sachant qu'avant, il fallait qu'on soit 1 kilomètre du point de production. Et maintenant, ils viennent de monter, le ministre Béchu était gentil, il a augmenté à 2,5 km. Donc maintenant, nous, on rentre dans, par exemple, la mairie serait dans le périmètre en mettant des panneaux sur l'école et sur... Alors tout ça, ça a bien évolué, parce que lorsqu'on a fait la salle Pommier, par exemple, on voulait mettre des panneaux photovoltaïques. Il y avait le cabinet du SDED, du syndicat d'énergie de la Drôme, qui était intéressé pour le faire. Ils avaient créé une petite SEM pour faire des installations de photovoltaïques. On leur avait confié l'étude. Et au dernier moment, ils nous ont décliné l'offre parce que, entre guillemets, le jeu n'en valait pas la chandelle. Et on est en train de, comme vous voulez parler d'énergie, on est en train de lancer un grand projet avec GRDF sur le Pialon, sur tout le secteur, où ils sont en train de nous étudier entre rajouter une PAC, c'est-à-dire une pompe à chaleur, avec les chaudières qui ont 20 ans, qu'il va falloir qu'on change, qui sont au gaz, et on va faire ce qu'ils appellent, ils nous ont proposé d'être les 20 villes test en France, hein, donc on a sauté sur l'occasion. On va faire une chaufferie hybride, c'est-à-dire que la PAC sera reprise quand ça sera nécessaire avec du gaz, et vice-versa, si la PAC tombe en panne, c'est le gaz qui reprend, bien sûr, à chaque fois. Et on va chauffer comme cela, on avait déjà prévu de se connecter pour la future école maternelle, parce que l'école maternelle sera avec des PAC, des pompes à chaleur, mais pour les grands froids, parce que ça peut arriver, pour les grands froids, on récupérera de la chaleur de la chaufferie du Pialon. Donc on aura un secours et un appoint, en fin de compte, à Devient. Donc on a étudié toute la partie photovoltaïque, gaz, on regarde toutes les énergies. Par exemple, là, on va installer une chaudière à copeaux-bois sur l'école Plein Soleil. Parce que d'abord, on est très bien subventionné. On a des aides dessus. Et en plus, on a un petit local qui est vide, qui ne sert plus, juste à côté, qui va nous servir de stockage des copeaux. Avec une vis sans fin, on alimentera la chaudière bois. Donc on essaie partout, on essaie de baisser. Vous l'avez vu, hein, grâce au travail de Léa, là, qui est notre technicienne qui gère maintenant toute l'énergie de la ville. On a fait, rien qu'en faisant des plans de chauffage, ce qui n'existait pas avant, des plans de chauffage, des baisses de température dans les gymnases qui étaient chauffés à 18 ou 19 alors que 16 suffit. Donc, et des contrôles fréquents. On a gagné, alors on a mis 23 dans le magazine, mais on a gagné 26% parce qu'on n'était qu'à 23 lorsqu'on a fait le magazine. On a gagné 26% de consommation énergétique. Je voulais... Ouais. Et en plus, Fabienne va vous donner une explication. Oui, on bénéficie on revend nos certificats d'énergie et ça nous a permis d'isoler des plafonds et de calorifuger toutes nos chaudières gratuitement. Ok, merci. Après, c'était par rapport au parking qui va être fait à côté de l'école maternelle, qui sera une école maternelle. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite concernant les particules fines, les gaz à effet de serre? Les enfants seront à côté. Il y a déjà la RD 59. Il y aura en plus ce parking. Alors, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport à la santé des enfants qui vont fréquenter l'école? C'est une collectivité, elle ne fait que les études obligatoires. Aujourd'hui, les études de particules fines et autres ne sont pas obligatoires dans les permis de construire pour construire une école. Aujourd'hui, l'école sera quand même beaucoup plus abritée qu'avant, puisque si vous regardez bien, aujourd'hui, les enfants jouent le long de la RD 59, complètement côté rue, puisque
le cerf blanc est de l'autre côté de la rue et il joue à ras de la RD 59, avec un parking à côté, puisqu'il y a le parking qui est de l'autre côté, alors sûrement moins de véhicules, mais de l'autre côté. Et là, ils seront complètement, si vous avez vu l'école au départ, ils seront complètement dans, alors pas une bulle, parce que c'est pas vrai, mais ils auront une protection totale des bâtiments par rapport à la RD 59. Pour le bruit d'ailleurs, puisque c'était un des critères qui était dans le concours d'architectes. Les architectes ont bien pris en compte le côté, c'est pour ça, si vous avez noté que le couloir d'accès, il est côté RD 59, donc on a éloigné les classes de la RD 59, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui dans l'école du Cerf-Blanc, puisque toutes les classes donnent du côté de la RD 59. Là, ils vont être complètement éloignés de la RD 59, et l'accès justement de l'école se fera à pied, donc il n'y aura pas normalement de véhicules très très proches de l'école maternelle. Si vous regardez, vous avez un passage entre les deux de, je ne sais pas combien il fait, 6 mètres. Oui, il y a 6 mètres d'éloignement des premières voitures, 8 mètres même d'éloignement des premières voitures qui seront sur le parking. Bonsoir à tous. Donc du coup, la question précédente me fait penser au niveau du projet de parking. Il sera sans doute prévu du coup des bornes électriques, puisque dans le futur, ça sera surtout des voitures électriques. On peut remettre l'image. Excusez-moi. Ouais. Si on voit la couleur, on les voit, vous allez voir. Alors là, aujourd'hui, on va en équiper 5 et on met des fourreaux pour en équiper 20 à terme. Vous les voyez au fond? On voit les recharges là. C'est vrai qu'on voit d'ailleurs, quand vous êtes arrivé, vous avez vu qu'il y avait les 2 voitures de branchées déjà. Non, on a pensé aux voitures. D'ailleurs, maintenant, je crois que c'est normé, c'est obligatoire maintenant. Alors, la seule difficulté, c'est que le SDED nous a abandonnés parce qu'avant, il fournissait, attends, je te le passe, avant, il nous donnait les bornes. Là, maintenant, mais on a peut-être trouvé une solution avec des entreprises qui mettront des charges pour la ville gratuites. Voilà, le dimensionnement aujourd'hui, c'est 6 places pour véhicules électriques avec possibilité de passer à 22. Alors, pour vous dire, au salon, là, c'est vrai que les bornes électriques, vous en aviez de toutes sortes. Des triangles, des rondes, des carrés, et je les ai toutes faites presque. Et enfin, j'en ai trouvé un qui éventuellement, ça ne devrait pas nous coûter cher. Est prévu l'installation d'un rond-point à l'embranchement du Cerf-Blanc et de l'avenue Louis Girard? Alors, c'était prévu au départ, mais pour le moment, ce n'est pas en discussion avec le département. Parce que là, on est en plein sur une départementale et on ne peut pas multiplier les ronds-points. Par contre, comme on va réaménager, on est en discussion avec eux pour réaménager à partir de la salle, en fin de compte, hein, quand on tourne à la salle de Pommier-Girard, de réaménager effectivement jusqu'au Fouges. Hein, justement de regarder la protection piéton, la protection, on veut resserrer aussi pour limiter la vitesse, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est un grand boulevard qui fait, je crois, 7,50 m à les voies, 7,50 m, et qu'aujourd'hui on est plutôt sur la norme, c'est plutôt 5,50 m, c'est ce qu'on a fait route de Clansaille. Hein. Au début on s'est fait tuer, mais ça passe très bien en fin de compte, mais ça ralentit. Effectivement, on a l'impression qu'on va toucher le trottoir ou qu'on va se toucher, donc les gens ralentissent. Donc effectivement, mais c'est dans un troisième temps, c'était mieux, qu'on va ramener. On a déjà une esquisse de ce qu'on pourrait faire quand on a étudié le quartier, mais là c'est une discussion vraiment département avec nous, parce qu'on sait qu'ils sont très très réticents au rond-point rapproché. Par exemple, le rond-point de Chameau qu'on voulait faire pour éviter ce tourne à gauche et obliger vraiment les gens à faire le tour du rond-point nous a été refusé. Il a été fait une interdiction de tourner à gauche lorsqu'on vient du sud et qu'on arrive sur le boulevard, et c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il ne pourrait pas être mis le même dispositif pour le Cerf-Blanc qui va de la ville pour traverser donc le boulevard? Parce que là, il y a des temps d'attente incroyables pour les gens qui arrivent devant le temple et qui veulent tourner à gauche. Écoute, ça s'étudie. Moi, je ne dis pas du tout non. On peut même étudier
d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de ne plus passer par là, mais de descendre vers la ville, vers le temple. Là, c'est vraiment Michel et Claude s'en occuperont et probablement on fera un comité un peu du quartier pour voir les habitudes, parce que c'est important de connaître les habitudes des gens qui utilisent ces passages. Catherine, tu as une question? Alors, oui, j'avais encore une question par rapport aux arbres dans la ville, par rapport au réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a un plan arbre? Est-ce qu'il est prévu de planter des nouveaux arbres? Je pense notamment au parking de l'école Notre-Dame, qui est récent et sur lequel on ne trouve pas beaucoup d'arbres, par exemple. Contrainte DRAC. On voulait en mettre, mais on nous demande de faire des fouilles pour mettre des arbres. Donc, je ne te cache pas que j'ai dit non. On ne fera pas de fouilles, on mettra des arbres. Ou alors des abris photovoltaïques, quelque chose, non, mais il faut pour protéger les voitures du soleil, parce que c'est vrai que... vous savez qu'on est quand même dans le périmètre de la cathédrale et les panneaux photovoltaïques dans le périmètre de la cathédrale. On est en train de regarder parce que justement, dans ce que Madame parlait, là, d'éviter les voitures en centre-ville, justement, on est très attentionné sur ce parking du Barry pour voir si on ne peut pas augmenter la capacité de place. Ce qui nous permettrait de peut-être de faire effectivement peut-être du photovoltaïque, mais pas des ombrelles, parce que c'est vrai qu'en pleine ville, ils vont nous dire non, parce que c'est affreux. Mais par contre, peut-être de faire quelque chose de couvert sur 2 étages. Enfin, il faut qu'on voit, parce qu'il faut aussi qu'on discute avec eux si ça rentre en harmonie avec le rempart qui est juste à côté. Ceux-ci commencent à nous demander de faire tout le côté en pierre taillée, fabriqué sous les Romains, on est mal barré. Oui. Ouais. Alors, dans tous les projets, on favorise la végétalisation. Brigitte est allée planter des arbres, d'ailleurs, à l'école du Resseguin. On va aller vers... l'école maternelle va être un peu un test de la cour pour aménager nos cours. Comme l'a dit Michel, les enrobés noirs, on évite. Je suis quand même très méfiant aux modes, parce que faut faire attention, parce que tout le monde se jette sur la mode parce qu'on en entend parler sur toutes les chaînes de télé, et que 5 ans après, on oublie tout. Il y a plein de sujets comme ça où c'est devenu caduc 2-3 ans après, mais l'argent qui avait été dépensé, il avait été dépensé. Rappelez-vous, il y a 4 ans, on nous disait qu'il faut climatiser toutes les écoles. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut tout faire sauf climatiser les écoles. Donc c'est pour ça que vous avez vu des grands brasseurs d'air dedans, on aura des planchers rafraîchissants. On a mis effectivement cette grande casquette pour limiter la température. On est obligé, pour pouvoir toucher nos subventions, d'avoir 40% de gain d'énergie par rapport à avant. On nous oblige à limiter la température. Donc il y a tout un plan. Les cabinets d'études nous rendent tout un panel de tableaux en nous disant, voilà, si on baisse, on arrivera en faisant ça et ça, baisser de 4 degrés, 3 degrés. Voilà. Donc c'est très... Mais chaque projet qui sort au jour d'aujourd'hui, en voirie, on regarde le problème piéton, le problème vélo. D'ailleurs, vous l'avez vu pour la RD 59, où on est maître d'œuvre partout, maître d'ouvrage, pardon, partout. On essaie du cœur de ville, on a commencé par faire le 20 km/h, mais c'est vrai que moi je rêve qu'on ne rentre plus dans le cœur de ville en voiture, surtout si c'est juste pour passer, mais qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que les habitants puissent rentrer au cœur de ville quand même. Donc c'est compliqué, hein. Je pense que mes prédécesseurs aussi se sont cassés les dents là-dessus, parce qu'il y a des années que ça dure quand même. Mais comme là, la mode est plutôt aller vers le vélo piéton dans les cœurs de ville, parce qu'après ça se complique dès que vous dépassez les 2 km. Mais donc je pense qu'on aura plus un climat favorable à accepter qu'on n'ait plus de voitures en centre-ville. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut planter, on peut faire des choses complètement différentes. Mais c'est un de nos soucis. D'ailleurs, vous le verrez, on n'a pas parlé des revêtements du cœur de ville. Ce sera que du béton désactivé de couleur claire. Il n'y aura plus de... Sauf les pavés où la BF nous oblige des pavés. Mais partout, dans toutes les petites rues du secteur jaune là qu'on refait, on va tout faire comme la rue de l'Hôpital en clair. Parce qu'on sait que le clair renvoie moins la chaleur. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question concernant le parking. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de l'entrée qui se fait sur Jean Pradel. Aujourd'hui, Jean Pradel, c'est une rue à sens unique.
Du coup, l'entrée et la sortie se feront sur un sens unique. Est-ce que cela va impacter les temps et les durées et aussi impacter le nombre de passages sur la rue Jean Pradel? Alors, Élodie, on peut avoir le plan. Voilà. Actuellement, c'est un sens unique, effectivement. On pourra, je pense, avoir du double sens sur la partie qui part de la rue du Cire-Blanc et qui vient jusqu'à l'entrée-sortie du parking, de façon à ne pas charger l'aval de Jean Pradel si on le maintenait en sens unique pur. Est-ce que j'ai été assez clair? Alors, Jean-Michel, toi qui as la puce, tu me balades la puce entre le cerveau. Non, remets. Entre. Ah, flûte. Non, attendez. Vélo, les mobylettes, pas de camionnette, pas de camion. Et donc il y a la place et évidemment l'accès au parking se faisant ici, la sortie ici, eh bien, pourra se faire comme ceci pour venir rejoindre le Cire-Blanc en tournant à droite pour aller vers l'aval de la ville. D'accord? Il y a la place. Regardez bien, il y a la place. Là aussi, je vous rappelle que pour que deux véhicules se croisent, il faut 5 mètres. Oui. J'ai pas le micro là. Vers la Villa Augusta, même s'il y a la place pour faire un double sens jusqu'à ce niveau-là. Mais actuellement, il y a une piste cyclable qui est le long. Non, il y a un marquage au sol, ce Oui, qui est différent. il y a Ah oui, Ouais. pardon. C'est un marquage au sol, Voilà. très juste. Très juste. Ce n'est Non, pas une mais piste cyclable. Tout c'est ça, vrai. bon, là vous êtes sur une maquette, bien sûr qu'on on va s'arranger pour que les vélos puissent passer, puisque l'idée c'est quand même bien que entre ici et puis l'école du Cerf-Blanc et le quartier de la Valette, mais de l'autre côté jusqu'à Chemin des Sources, voire jusqu'au Tricastin, on ait la possibilité, on aura une piste cyclable. L'idée c'est qu'elle passe pas là, pour tout vous dire. Mais je peux pas vous en dire plus parce que techniquement c'est compliqué. Mais l'idée, je ne sais pas si vous avez remarqué, derrière le gymnase, vous avez vu une piste cyclable. Bon, l'idée, c'est de rabouter cette piste cyclable en passant derrière la salle Fontaine et en allant jusqu'à l'école. Alors, il y aura une côte à un moment, hein, désolé, mais il y aura une côte pour rattraper le passage. Mais l'idée, c'est ça. Et aujourd'hui, après, vous pourrez même passer éventuellement entre l'école. On a dit tout à l'heure qu'il y aurait 8 mètres. On n'a pas défini ce qu'on tracerait au sol, mais il y aura la possibilité probablement d'arriver à passer. Mais là, on est en train de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure à Bruno, il y a une étude de quartier. Donc l'étude de quartier va prendre en compte effectivement ce passage-là. Là, on est en train de discuter par exemple avec la Villa Augusta qui gare 4-5 voitures là, alors qu'il va avoir un parking juste en face. Bah, vous comprenez que si on récupère tout le passage là, c'est gagné. On remet quelques arbres le long d'ailleurs, et puis c'est gagné. Autre question? Oui, tout au fond. Michel. Le roi du vélo, parce qu'il est toujours en vélo, Michel. Roi du vélo, mais il n'y a pas de piste. Hein. Ah ouais. Et on a le Tour de France. Ah, mais ils ne sont pas sur la piste cyclable. On a le Tour de France qui vient en vélo. Ils viennent en vélo. Tout ça, ça fait beaucoup de sous, tout Ouais. ça. Tous ces projets, ça me paraît énorme et inquiétant pour l'avenir.
Pourquoi inquiétant? Ben, on n'a pas d'EPR de prévu pour l'instant, ou c'est reporté. Je pensais qu'on misait là-dessus. Et ça me paraît inquiétant, oui, pour l'avenir, financièrement. Non, parce que tous nos projets sont financés, sont déjà financés. On est en autofinancement. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près, je ne vais pas vous dire de blague, mais je crois qu'hier, on a vu la trésorerie, on a 18 millions de trésorerie. C'est passé le temps où on était obligé d'avoir une ligne de crédit pour payer les salaires, Michel. Bon, si vous êtes sûr de votre coup, tant mieux. Hein. Ah ben on essaie, oui. Mais pour en revenir aux pistes cyclables, Je crois que etc., depuis 15 ans, on a essayé de faire des travaux. Je crois qu'on a construit un centre aquatique, on a construit une école, le Resseguin, on a construit la maison de santé, Pogné-Girard, on a fait beaucoup de travaux de voirie, le rond-point. Oui, oui. Je crois qu'on a toujours maintenu les taux d'imposition et qu'on n'est pas en banqueroute, hein, je vous rassure. Non, mais il faut penser à l'avenir surtout. Mais Ça. oui, mais en général, vous savez, moi je travaille à 10 ans. Donc aujourd'hui, je sais à peu près ce que... D'ailleurs, mes collègues m'appellent Picsou, donc... ou Joe Lagom. Bon, Joe Lagom. enfin, pour en ce moment, terminer, c'est le budget, c'est Joe Lagom. Jean-Michel, je reviens sur les Ouais, pistes cyclables. Il n'y a strictement rien de fait. Hein. Il y a des projets, vous en parlez beaucoup. Apparemment, il y a des réunions, etc. Mais il n'y a rien n'est fait. Je ne peux pas te laisser dire ça, il n'y a pas rien n'est fait. À chaque fois, tu prends par exemple la route de Clansaille. Aujourd'hui, tu pars du collège, tu vas jusqu'au dernier lotissement sans aucun risque pour les enfants ou ceux qui veulent faire du vélo, par exemple. Donc tu ne peux pas dire que rien n'est fait. Tout le boulevard qui est prévu, il est prévu avec une piste cyclable sur le côté, sur l'artère principale. Non, il y a des choses qui ont été faites, c'est vrai. Bon. Mais quelque chose. Mais en 20 ans, ça ne s'est pas tellement amélioré. Voilà ce que je veux dire. Ah ouais, mais... Partout, il y a des maisons, où il y a 2 maisons qui sont à 4 mètres avec une route au milieu. Moi, je ne sais pas faire une piste cyclable de 3 mètres piéton-vélo. Hein. Ce n'est pas possible. Ou alors, on décide de consacrer des routes directement aux pistes cyclables. La départementale 71. Oui, mais ce n'est pas moi, tu le sais très bien. Pourquoi tu me dis ça? Oui. La départementale 71, c'est le département. Je l'ai expliqué tout à l'heure. La RD 59, on nous a refusé le projet. RD 71, on va faire on va dire une démonstration que c'est faisable. On va leur démontrer que c'est faisable sur 400 mètres. Après, on va voir. On va quand même aller jusqu'aux Aurores. Le dernier lotissement, si tu es mieux le dernier lotissement à droite quand tu sors de Saint-Paul, il sera relié, protégé pour que les gens puissent aller à pied de ce lotissement-là jusqu'au cœur de ville. Donc, si moi j'ai un pépin là-bas sur la route, qu'est-ce que je fais après? Tu appelles les pompiers? Non mais Michel, c'est aussi le privilège d'habiter à la campagne, de ne pas avoir forcément des pistes cyclables. Mais ta piste cyclable, tu l'as. Hein, à l'endroit où tu habites, je sais où tu habites. Entre là et la Valette, tu as une piste cyclable. Hein. C'est le département qui l'a marqué. D'ailleurs, on a enfin réussi à faire marquer les 20 mètres qui nous avaient oubliés. Puis personne ne s'en rappelle d'ailleurs. Même moi, je ne m'en étais pas aperçu. D'autres questions? Oui, pardon. Ah, c'est dommage que Chantal ne soit pas là, mais il y a beaucoup de choses de faites, monsieur. Oui, mais enfin, moi, je peux vous dire que... Pardon. Oui, comme ma femme est handicapée, pour aller à la mairie, par exemple, c'est très difficile. Parce que c'est que des pavés. Ah ouais, ça, c'est le problème. Non, mais c'est ça le problème. C'est une ville historique et, comme j'ai dit tout à l'heure... Et autrement, tous les extérieurs, c'est merveilleux. On peut aller... mais sauf il y a un handicap pour aller à l'Idole, où ma femme a eu un problème, que vous savez d'ailleurs. Et c'est le seul handicap pour traverser. Là. Parce que bon, les trottoirs ne sont pas adaptés pour les handicapés. Oui. C'est la seule liaison. Là aussi, si vous aimez mieux, quand on fait ces projets de pistes cyclables, on est obligé d'avoir l'accord du département. Par exemple, si vous prenez le rond-point de Trécat, où tout le monde a été étonné de la réfection du rond-point de Trécat, vous êtes d'accord avec moi? Ah ben nous, on n'était même pas au courant. Hein. Alors, ce n'est pas pour Paris-Nice qu'ils l'ont fait, je vous rassure. Hein. Au contraire, parce que ça nous a bien emmerdés, entre parenthèses. Et en fin de compte, ils ont décidé de resserrer. Et alors, j'ai été plié de rire quand j'ai vu la piste cyclable qui disparaissait au profit de dessins
de dessin de vélo dans le rond-point pour dire... Alors, je vous le dis, que vous conduisez des véhicules motorisés, ça veut dire que le vélo est prioritaire dans le rond-point. D'accord ? Moi, j'attends de voir un 38 tonnes qui arrive au cul d'un vélo et qui va le shooter. Je téléphonerai vite au département leur disant « Venez constater vos conneries ». Et qu'est-ce que vous voulez ? Nous, il y a des moments, nous, on est obligés de subir ce qu'ils nous imposent de faire. Non, mais au centre-ville... Mais au centre-ville, je ne peux pas enlever. Alors là, je ne vais pas vous dire... Si vous voulez, savez, je dis que ce que je peux faire... Il y a un passage oui. Où, avec les fauteuils roulants, on peut rouler tranquillement. Mais le problème, c'est que les commerces, là, on ne peut pas. On est obligé de décaler. C'est pas assez large. C'est pour ça, si vous aimez mieux, qu'on vient de mettre en 20 à l'heure et priorité piéton-vélo, bien sûr priorité au PMR aussi. Donc vous avez la priorité maintenant dans les deux sens, dans les rues du cœur de ville, sur la grande rue et rue des écoles jusqu'à la mairie. Sachant qu'on va sûrement agrandir les panneaux parce que je trouve qu'ils sont un peu petits et on va mettre des panneaux plus grands à l'entrée de la ville. Et vous êtes prioritaire, c'est vous qui êtes prioritaire sur le cœur de ville. Mais les pavés, ça, je ne peux rien y faire et je peux vous assurer que monsieur l'architecte des bâtiments de France, si je lui dis que je vais mettre de l'enrobé ou du bouton désactivé à la place des pavés, non, il va me dire, vous refaites les pavés. Vous savez qu'il voulait nous faire redéfaire les pavés parce qu'on a mis la rue, dans toutes les rues qui sont faites en béton désactivé, vous avez le caniveau central qui est fait en pavé. À un moment, il voulait nous les faire redéfaire parce qu'ils n'étaient pas tout à fait de la bonne couleur. C'était trop rouge. J'ai dit, vous savez, moi, je ne les vois pas trop rouges. Oui, mais lui ne doit pas être handicapé, c'est pour ça. Et surtout, il ne paye pas. Bah oui, en plus. Non, mais bon, c'est vrai qu'on essaye de faire les choses. Autre question ? L'ex-future maternelle de l'autre côté de la route. Oui. On n'en a pas parlé ce soir, si ? Est-ce qu'on conserve le tunnel traversé Alors le tunnel sera traversé, on est en train de regarder justement pour le rendre PMR. On en parlait juste avant, on veut le rendre PMR, parce qu'aujourd'hui c'est des escaliers. Ça fera partie justement de l'aménagement urbain cette fois du quartier. Je ne vous cache pas que ça ne sera pas fait avant 2026, parce que vous voyez les délais, ce n'est pas possible. Ça nous permettra d'avoir des grands projets. Et par contre, du côté de l'ancienne école, effectivement, j'ai un groupe de travail qui travaille en ce moment sur ramener les cinémas à cet endroit-là, voir la médiathèque, voir autre chose. C'est un peu comme le Kourou, ils ont le droit de fabuler sur tout ce qu'ils veulent. Après, on regarde en bas à droite et je leur dis, il va falloir réduire l'addition. C'est pour rassurer Michel. Michel Seux. Donc, normalement, oui, on va... L'école, de toute façon, vous voyez, avec une ouverture d'école en septembre 2025, on n'attaquera pas la démolition avant 2026-27. Enfin, démolition, où on pourra peut-être en garder un bout, on ne sait pas comment ça va se réaliser demain. Mais c'est, vous voyez, l'idée qu'on a, la majorité, dans cette affaire, c'est dans la ville, d'avoir des pôles d'activité. Donc là, vous voyez se construire un pôle enseignement et culture. Sur 2003, on est plutôt sur un pôle sportif. Bon, il y a aussi Plein Soleil qui est un pôle sportif. Vous voyez, et le pôle social est plutôt regroupé en face les cinémas actuels. On essaie de tout regrouper dans la ville. Maison de santé, on l'a bien séparé, mais on l'a gardé en cœur de ville pour que toutes les personnes puissent y aller à pied, les personnes du cœur de ville. Donc, vous voyez, on essaie d'organiser la ville en pôle. Le centre de santé municipal, il va se trouver où? À la maison de santé? Oui, à terme, à la maison de santé. On n'a pas encore choisi le lieu parce qu'on a deux possibilités. Et il faut que Claude travaille un peu avec Élodie sur les coûts de réalisation, parce que c'est un provisoire pour 1 an. Donc on va regarder, mais à terme, dès que les travaux sont réalisés, ça sera au pôle santé. À la maison médicale, pardon. Donc, quand on voudra aller consulter un de ces médecins-là, oui, ce sera à la maison de santé. À la maison de santé. Et on sera mieux reçu qu'actuellement, quand ça, on n'a pas de médecin. Ça. Mais Parce que vraiment, on est traité comme des vous pestiférés. Vous allez retrouver des têtes connues, je vous rassure. Tant mieux, parce que... Oui, tant mieux. Parce que pour l'instant, l'accueil...
On commence à nous dire d'abord, je ne vous prends pas comme patient, avant de nous demander ce qu'on a. Alors moi, je me suis fâchée. J'ai dit, on n'est pas venu pour ça, on est venu parce qu'on a un problème de santé. Bien sûr. Voilà. Ouais, moi, j'y vais rarement chez le médecin parce que ça va, je suis en bonne forme. Mais pour ça. Non, mais c'est vrai que... Alors, je ne les défends pas parce que je peux vous dire qu'on ferraille pas mal avec eux aussi. Mais je les comprends aussi, si vous aimez mieux, que ce que tu as fait, là, d'aller le voir, et puis qui t'a un peu envoyé péter, il faut dire le mot, le terme, c'est 10 fois dans la journée. Hein. Parce qu'il n'y a pas uniquement que les tricastins. Enfin, moi, je me suis fait engueuler par quelqu'un de Saint-Restitut parce qu'il me dit « Ouais, Madame Bouvier, elle exerce plus et je ne peux pas aller à la maison de santé de Saint-Paul. » J'ai dit « Madame, non, pas de Saint-Restitut, pardon, quelqu'un qui habitait Saint-Paul. » J'ai dit « Vous aviez fait le choix d'aller à Saint-Restitut. Moi, je vous conseille quelque chose. Voyez le maire de Saint-Restitut. Pourquoi Madame Bouvier n'est pas remplacée? Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Ah oui, c'est des choix de chacun, ça, de médecin. Alors là, attention, hein. Oui, maintenant, elle l'est, mais au départ, elle n'y était pas. Ouais. Mais par contre, attention, si vous venez au centre médical, alors au départ, on n'aura que 5-6 retraités qui vont faire des permanences. Ça veut dire que si vous venez le mardi, je dis n'importe quoi, vous aurez X, et si vous revenez le jeudi, vous aurez peut-être Y. D'accord? Il faut savoir. Mais vous savez, en Suède, il n'y a pas de médecin référent. Vous allez au dispensaire et vous prenez le médecin qui est là. Et ça marche bien. Ils ne sont pas plus malades que nous. Et ça marche mieux même. D'autres questions? Excusez-moi, une petite dernière. Vous avez commencé, vous ferez la dernière question. Oui, merci. Je suis en train de penser au pôle Mistral. Le pôle Mistral, il est à côté de la maison Buffet. Je ne sais pas, vous connaissez forcément. Ce pôle Mistral, c'est un petit établissement qui est privé, qui accueille des... Complètement privé. Complètement privé, hein, d'accord. Parce que j'ai été très surprise, il reste encore de la place et c'est dommage qu'on n'ait pas des médecins, des gynécologues, des ophtalmos qui viennent à Saint-Paul. C'est sympa ce quartier-là. Oui, mais les professions que vous venez de nommer, là, ils ne courent pas les rues. Hein. Ouais. Non, c'est un pôle privé qui a que des paramédicaux dedans. J'ai rien contre les métiers de socio-esthéticienne, de naturopathe et autres, mais c'est vrai que bon, je trouvais un petit peu dommage qu'on ait ce type de soins à Saint-Paul. Je pensais qu'il y avait des choses un petit peu plus... Pas... Mais ce n'est que mon opinion personnelle. C'est la liberté d'installation. Après, je pense que s'ils viennent s'installer à Saint-Paul, c'est qu'ils ont trouvé une clientèle. Hein. Bonsoir. J'aurais juste voulu savoir s'il y avait toujours un projet pour une nouvelle caserne de pompiers. Début des travaux, fin d'année. J'aurais voulu savoir s'il y avait toujours un projet pour une nouvelle caserne concernant les pompiers. Alors, je vous conseille d'aller vous promener en direction de Suse-la-Rousse et vous verrez juste après le dernier rond-point sur la gauche un beau panneau de chantier, future caserne des pompiers, début des travaux, décembre. Ça commence en décembre, les travaux. Alors, je serais tenté de vous dire plutôt janvier parce que ça m'étonnerait qu'un chantier commence le 20 décembre. Non, ils vont installer le chantier, je pense. Non, ça commence là, ouais. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence. Et puis, je crois que pour ceux qui le souhaitent, il y aura un petit pot de l'amitié à partager. On pourra continuer la discussion pour ceux qui le veulent.